Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation et cette invitation et d'avoir rappelé le péril que c'est que de tenter une restitution dans ces conditions-là. Avant de commencer, bien sûr, je tenais à te remercier personnellement, à remercier les organisateurs des JTD et aussi les 6 intervenants qui ont présenté leurs exposés pendant 2 jours et que je vais essayer donc de ne pas, je vais essayer de ne pas dénaturer les propos et la pensée. Ma présence est ici une marque d'amitié avant tout, de fidélité et de convergence de vues sur une démarche qui favorise le dialogue entre les disciplines, le partage d'objets de recherche par la pluridisciplinarité, le rapprochement des sphères universitaires, politiques et du développement qui est l'objet même de ces JTD. C'est en cela vouloir définir la place de la recherche académique dans le monde réel, dans celui de la décision, faire preuve d'utilité sociale par la science, par l'enseignement, par la formation, quelle que soit la définition que l'on donne à ces termes. Et pour aussi engager ce partage des savoirs et des visions du monde, je cite Fabio Grassi, qui a commencé hier par ces propos-là, ou par la recherche de convergence et d'interaction pour créer des envies, ce qu'Alexis Gobroul a aussi mentionné dans sa présentation. Pour ma part, donc, c'est par amitié et par fidélité, mais aussi une mise à l'épreuve pour tenter d'illustrer ce que peut être une démarche de dialogue pluridisciplinaire, en acceptant donc de prendre le risque de me décentrer par rapport à mon objet, par rapport à mon champ de compétences, par rapport à mes outils traditionnels, mes sources, mes référents méthodologiques, qui sont, pour mon cas, donc l'étude de l'histoire contemporaine du Vietnam, et en particulier l'histoire des religions en Asie du Sud-Est. Du coup, qu'est-ce qu'un historien des religions peut apporter en une séance plénière à cette restitution? Je parle de décentrement, mais je dois avouer qu'il n'est pas total, puisque j'ai commencé à étudier la région du delta du Mékong depuis une quinzaine d'années pour étudier cet espace comme un lieu d'émergence de croyances et de mouvements de rénovation du bouddhisme. En conséquence, je me suis interrogé depuis toutes ces années sur les spécificités de ces zones deltaïques qui peuvent expliquer donc l'émergence de tels mouvements religieux, d'expression sociale, culturelle, qui sont spécifiques à ce que je considère ici, dans le cas du delta du Mékong, comme un front pionnier, qui marque graduellement la maîtrise d'un espace souvent redouté ou sauvage par le biais de la technologie, simultanément à des stratégies d'adaptation matérielles, mais aussi symboliques, individuelles ou collectifs, chapeautées par un État centralisateur, l'État du Vietnam, ou donnant libre cours à des initiatives locales pour créer des espaces façonnés par l'homme. Donc c'est cet intérêt pour les aspects sociaux et culturels de cette région que je considère comme un carrefour de l'Asie du Sud-Est, mais également comme une marge de la nation vietnamienne. En cela, le delta du Mékong est vraiment à la croisée des cultures et des parcours de vie. La deuxième raison, c'est mon implication dans le programme de l'École française d'Extrême-Orient au cours de ces dernières années, qui a développé, donc, en présence d'Olivier ici, un programme d'études de la société de l'eau au Vietnam, et en particulier dans le projet d'aménagement hydraulique qu'il a présenté avec Lynn tout à l'heure. L'autre raison, c'est que pour la première fois, les JTD s'organisent à Cần Thơ, et qu'il était difficile du coup pour moi de ne pas envisager de venir, malgré donc le péril que représentait de devoir formuler donc cette restitution face à vous. Cần Thơ est en effet un lieu idéal pour débattre de la place des fleuves et des deltas dans la construction des États, dans le façonnement des sociétés, sociétés hydrauliques, sociétés fluviales, sociétés deltaïques, sociétés littorales aussi, mais aussi, comme on l'a vu, façonnement des villes et des métropoles, endroit idéal aussi pour comprendre l'expansion des cultures agricoles extensives. Bref, c'est un endroit idéal pour voir l'idéal de progrès scientifique et de développement qui est né de la révolution industrielle et de tout cet idéal de progrès donc. Mais Cần Thơ est aussi le lieu idéal pour aborder le revers de cette confiance dans un progrès que l'on envisageait linéaire lorsqu'on considère à une échelle désormais mondiale et dans un monde de plus en plus interconnecté
les défis du réchauffement climatique, la montée des eaux, la pollution, la salinisation des terres, bref, le bouleversement d'écosystèmes qui font des deltas, mais aussi des zones riveraines des fleuves, les espaces les plus vulnérables, comme on l'a vu, les zones où les risques, les menaces et les périls sont les plus élevés, compte tenu de leur fonctionnalité économique. Généralement, les deltas sont des greniers à riz, compte tenu des bassins démographiques qu'ils représentent, des pressions humaines, de leur dimension aussi géopolitique, susceptibles de déséquilibrer des régions sur tous les continents, que ce soit en Afrique ou bien évidemment en Asie, ou au contraire, pour contribuer au maintien de relations de bon voisinage, voire de coopération internationale, dans une gestion régionale effective. Et on peut mettre en parallèle l'effectivité relative de la Commission du Mékong et à l'inverse, ce que l'on peut voir en Afrique avec l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a joué un rôle de facilitateur et de pacificateur au cours des années 70-80 en Afrique de l'Ouest. Donc ce n'est donc aucunement sous le regard d'un expert de la question hydraulique que j'interviens, mais au contraire, j'essaierai donc de ne pas dénaturer les exposés qui vous ont été présentés brillamment, pour peut-être tenter de souligner les traits saillants de ces exposés, de relever des points de jonction entre ces 5 exposés, et je profiterai aussi de cette tribune pour faire plaisir à certains, outrepasser mes pudeurs de gazelle et prendre une part de liberté pour exprimer aussi certains sentiments qui me poussent à être ici et qui me rend heureux d'être à Kunteu. Donc c'est sous le regard d'un historien que je pense toutes ces questions-là, l'histoire étant, je le rappelle, d'après les propos de Walter Benjamin, l'expérience de la succession des significations. L'histoire est bien la science du changement. C'est aussi en tant qu'ami du delta du Mékong donc, que je viens ici et que je suis heureux de retrouver ces espaces, ces populations, ces villages dans lesquels nous allons aller et que je vais donc essayer d'exprimer en fin d'exposé. Mais il y a un point sur lequel je voudrais tout de suite venir, c'est un certain manque que je trouve dans ces 2 jours. On a parlé bien sûr de société civile, on a parlé, Sophie Godefroy a parlé d'atteinte des sociétés, mais pour ma part, je n'ai relevé aucune mention du terme de culture, de patrimoine, en 2 fois uniquement, pour envisager donc cet espace et les défis face auxquels il se trouve. Nous avons beaucoup parlé de technique, de vulnérabilité, et nous avons toujours vu finalement en creux l'homme dans cet espace sur lequel on n'a pas forcément pris toutes les dimensions des dangers de la disparition, ou pour reprendre le terme, de la subsidence des cultures locales, des traditions locales, qui risquent fatalement de disparaître si le scénario le plus dramatique de montée des eaux se confirmait. Ce sera donc la dernière partie de mon exposé plus personnel. Donc de façon classique, par manque de temps aussi, je reprendrai les exposés les uns après les autres pour ensuite présenter donc les interactions ou les relations que j'ai pu définir à l'écoute donc de ces différentes présentations. Donc Sylvie Flanchette a posé de la meilleure des manières le thème des fleuves et des deltas par la géographie humaine et par l'étude comparée de 4 des principaux deltas d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Elle a relevé dès son introduction le paradoxe des dynamiques de peuplement et des vulnérabilités qui imposent la mise en place de modes de résilience, un terme qui va revenir régulièrement et qui certainement sera au cœur des discussions des ateliers. Je cite, « Les sociétés hydrauliques sont résilientes et intègrent le fait d'être des sociétés du risque. » Mais 2 questions surgissent. Comment définir socialement la résilience ? Surtout, comment la mesurer ? On l'a vu par l'intervention de Paul Fatal à travers la cartographie et tout ce que cela implique comme questionnement. Autre question, comment mesurer l'acceptabilité des risques ? Dans ces espaces, les deltas, que l'on doit considérer, et je cite encore Sylvie, comme des organismes vivants. On voit là à la fois la force de la nature et implicitement la force des sociétés qui, par tradition, historiquement, par
nécessité peut-être, ont constamment trouvé des stratégies d'adaptation. Sylvie a enchaîné sur un second point crucial de son exposé, que la maîtrise de la technique entraîne nécessairement une politisation de la gestion fluviale. On est rentré directement dans la question donc, de la géopolitique que l'on peut concevoir à une échelle internationale, mais elle a bien mentionné aussi dans le cas particulier du Vietnam et peut-être aussi dans d'autres pays, cette géopolitique intraprovinciale ou intrarégionale pour finalement essayer de penser la gestion de ces espaces, non pas au niveau des provinces, mais peut-être au niveau des bassins versants. Terme et concept qui a été aussi présenté. Les deltas, rappellent-elles, en particulier celui de la rivière des Perles, sont un port, une porte qui ouvre vers un hinterland et pourrait-on ajouter aussi des carrefours. Elle a rappelé la référence de Terry Rambo et de son Open Corporate Communities. J'en profite pour mentionner aussi, dans le cas particulier du delta du Mekong, les travaux de Litana et de Nola Cook qui, elles, ont parlé de Water Frontier pour expliquer en quoi ce delta était un espace de transition dans le commerce maritime et fluvial liant la Chine et l'Asie du Sud-Est au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Penser les deltas, c'est aussi penser les échelles d'analyse. Comment en effet comparer le delta du Rhône, avec ses quelques milliers de kilomètres carrés, au delta du Gange, Brahmapoutre, Meghna, qui fait du Bangladesh un pays delta en tant que tel. Aussi, s'il est nécessaire de définir des micro-topographies, on en a parlé aussi à de nombreuses reprises, notamment dans le cadre du fleuve Rouge et de Hanoï, il est aussi utile de penser des espaces définis en tant qu'objets de recherche autonomes à des échelles régionales, nationales, internationales, de même que penser en termes de bassins versants, comme je l'ai dit précisément. Donc on voit le jeu des échelles qui est là aussi une méthode importante à prendre en compte, quels que soient les objets que l'on étudie. Dans la classification proposée des deltas, on voit surgir aussi la place des États comme acteurs de développement qui intègrent ou bien qui autonomisent une gestion locale. Le système étatique autoritaire de peuplement ancien fait directement référence en fait à la conception chinoise de l'espace, de cette conception centralisatrice, concentrique de l'État impérial chinois. C'est le cas donc des deltas du fleuve Rouge, du delta du fleuve des Perles. On en voit d'autres, aménagements faibles à peuplement récent et deltas qui ne nécessitent pas a priori d'aménagement nécessaire, qui eux font référence au modèle des États mandala, de la conception indienne des royautés, des espaces, qui se réfèrent eux donc à une conception des royautés telle que l'a bien expliqué Stanley Tambia notamment. Pour illustrer ces cas, donc, le fleuve Rouge, le Yangtze-Kiang, se distingue clairement des deltas du Mekong, Chao Phraya, Irrawaddy, qui eux relèvent dans une conception du temps long de ces royautés et de ces États mandala. Elle relève aussi un autre paradoxe. Parler de delta et de fleuve, c'est indirectement parler du foncier. C'est là aussi une notion qui a traversé l'ensemble des exposés. Le fleuve est finalement soit conçu comme une gêne, comme une contrainte, soit comme une protection, mais on essaie toujours de gratter sur ces espaces et de redéfinir donc les usages du foncier sur les zones côtières, ou alors essayer de gagner, de poldériser, dans le cas donc, de littoraux ou dans différents endroits, ces espaces liquides ou fluviaux. Parler du fleuve, c'est fondamentalement parler du foncier, de sa maîtrise, de son emprise, que l'on veut extensive, pour développer donc l'agriculture, la creviticulture, l'industrie, au risque de décupler les effets de subsidence, au risque également de renforcer les inégalités territoriales entre l'amont et l'aval. Sylvie parlait de l'APEX et des capitales ou des grandes villes qui étaient toujours sur des points de hauteur par rapport aux terres plus basses, mais aussi des inégalités sociales. On pense au phénomène de ségrégation de l'espace. On a mentionné aussi le cas de Katrina et de ce cynisme lié à cette stratification sociale dans l'espace. Mais c'est aussi renforcer le coût financier à payer et les risques politiques, c'est-à-dire les réactions de la population face à ces développements.
Après cette introduction comparée et synthétique, ou pour reprendre le terme de Paul Fatal, ensembliste des deltas et des fleuves, Paul Fatal a lui aussi mobilisé la géographie pour définir les principaux indicateurs de vulnérabilité et des risques. Un en particulier, celui des inondations, afin de cartographier ces dernières. Il a pour cela, je cite, décortiqué les éléments, les indicateurs, qu'il a replacés dans des classifications analytiques. Il a défini la terminologie, que sont les aléas, le risque, la vulnérabilité, les enjeux, et comment cela s'articule et s'emboîte ensemble. Et je fais une parenthèse sur l'importance, de mon point de vue, de la terminologie, mais dans notre cas ici présent aussi, la question de la traduction de ces termes, pour que l'on puisse vraiment, ensemble, discuter de concepts qui font des références directes à nos propres cultures. Donc la terminologie est un point essentiel, bien sûr, de la méthodologie. La question fondamentale, donc, était ici celle du dialogue ou du transfert de savoir et d'expérience dont je viens de parler. Il a expliqué donc les emboîtements possibles des aléas qui permettent de cartographier les risques en tenant compte aussi de la temporalité. J'y reviendrai plus tard. Temporalité sur le court terme, sur le moyen terme, en prenant compte aussi de la topographie et des enjeux humains. Grâce à cette méthode, à ces outils que la géographie assemble, superpose, met en contraste, c'est, pourrait-on dire, une stratigraphie des représentations du risque qui se voit représentée par la carte. Par la définition de la vulnérabilité synthétique, à savoir donc les éléments sociaux de cette vulnérabilité, les facteurs humains entrent également en ligne de compte. On voit alors ressurgir la notion de résilience, qu'il a redéfinie et mise en dialogue avec la propre définition de Sylvie, de Sylvie, mais aussi celle de perception, de gestion des risques, qui découle d'une part d'une capacité d'anticipation ou de préparation, donc là on parle des formes de veille ou des systèmes d'alerte, et d'autre part une capacité de réponse humaine. C'est donc ce concept-là de CRH qui a été mentionné et que l'on a pu voir du coup appliqué directement dans l'étude de cas présentée sur Fuqua, présentée donc par Olivier et par Lynn. Ces outils et cette méthodologie ont ensuite été mis en pratique pour étudier les inondations dans les deltas en pondérant, en corrélant, en agrégeant, selon les cas, les aléas naturels et climatiques et les pressions anthropiques, à savoir les activités des barrages, l'extraction de sable, le drainage, mais aussi un rapport à la structuration sociodémographique de ces espaces. La lutte contre les inondations a là aussi abordé la question stratégique des digues. Les digues est en soi aussi un objet qui là aussi a traversé l'ensemble des exposés. Non pas uniquement sous son aspect de gabarit, mais sous un aspect aussi prospectif. Quel est l'avenir des digues? C'est la question. Paul a insisté sur l'opérationnalité de cette cartographie, sur l'exigence qu'ont les géographes de terrain de vérifier leur schéma conceptuel et d'apporter à la prévention, puis à la gestion des crises, grâce à la communication, à la circulation des informations, ainsi induites par cette cartographie, qui sont essentielles, et enfin à la prise en compte du rapport coût-efficacité lorsqu'on s'engage à réduire cette vulnérabilité. Bien évidemment, ces données exigent d'être questionnées. Quel est le rapport entre le qualitatif et le quantitatif des données? Quelle est l'échelle pertinente? Quelle est la validité des données recueillies? De même que l'on doit se poser la question du détournement toujours possible de ces projections réalisées, parfois à mauvais dessein. On peut penser à des intérêts stratégiques de défense. On peut penser aussi donc, au cas de Katrina et de la vulnérabilité des populations noires dans le Mississippi dont il avait fait mention. On peut questionner aussi le rôle du chercheur qui analyse les faits en tant que tel et qui peut, selon les cas, choisir, le cas échéant, de prendre des engagements citoyens et de s'impliquer dans une co-construction des projets d'aménagement et de modèles prédictifs avec les élus locaux, grâce à une meilleure acceptabilité aujourd'hui en France
du chercheur dans de tels projets. Et on peut se poser la question, dans le cas sud-est asiatique, en particulier au Vietnam, de cette acceptabilité progressive ou pas du chercheur dans ce genre de recherche de terrain. Cette réflexion aussi a été amenée par la présentation qui a suivi par Nguyen Hieu Chung, qui lui-même s'est posé ces questions. Quelle est la place du scientifique qui cherche à sensibiliser les acteurs et surtout les plus vulnérables de ces acteurs, les populations les plus pauvres, et qui n'ont généralement pas accès à ces informations ou droit au chapitre, mais également aux décideurs. Finalement, ces questions peuvent être envisagées sous un angle épistémologique. Quelle est la validité de ces données? Qu'en est-il de la transparence, de l'accessibilité des données? Et, pour reprendre le terme d'Alexis, comment représenter l'incertitude? Dans la prospective et dans la projection, on est bien face à cette question de l'incertitude. Donc, réflexion épistémologique qui doit être aussi liée à la diversité des terrains et des difficultés des études, notamment dans le cadre de dynamiques démographiques et urbaines très très fortes, telles qu'on le voit au Vietnam. Le troisième exposé, donc celui de Nguyen Hieu Chung, a décrit la situation spécifique du delta du Mékong par l'approche des études environnementales, tout en insistant sur les aspects et les enjeux agricoles et agronomiques. Il a ainsi permis d'illustrer de façon concrète l'ensemble des enjeux face auxquels le Vietnam se trouve dans le cadre du delta du Mékong. Sans qu'il n'y ait eu de concertation, cette présentation a prolongé, mais c'est peut-être l'intelligence cachée de Stéphane, a prolongé l'exposé précédent en mobilisant donc le nombre d'indicateurs et d'outils qui venaient d'être décrits dans le cas précis du delta du Mékong. Sans engager cependant la même construction cartographique, Chung a insisté sur l'analyse de scénarios plus ou moins pessimistes ou alarmistes à propos des inondations affectant tout particulièrement le secteur agricole et ce que l'on peut considérer comme le delta utile du Mékong. La présentation qu'il a faite de la formation physique du delta a permis de visualiser comment cet espace est en fait constitué de micro-régions. On peut définir des zones de montagne, des zones de dépression, des zones forestières, et aussi toute cette partie du delta ancien qui montre, alors que ce n'était pas évident dans ces cartes, mais rétrospectivement par mes travaux, permettait de voir en fait l'avancée de ce que l'on appelle donc l'expansion vers le sud, le Nam Tien, et ce peuplement du delta du Mékong depuis le XVIIIe siècle et XIXe siècle dans le delta ancien, jusque dans les marges les plus occidentales, à la frontière actuelle du Cambodge. Il a aussi rapidement abordé les dimensions géopolitiques de la question, qui sont doubles. La première, c'est l'accès aux données en amont. Il a notamment insisté sur le cas des données chinoises pour bien comprendre ce qu'il se passe ensuite en aval. Mais aussi une autre question qui est une vraie analyse d'ensemble du delta qui ne tient pas compte de cette frontière administrative entre le Vietnam et le Cambodge et qui permettrait de comprendre aussi et de définir des scénarios au niveau du bassin, au niveau du delta et au niveau de la région. Difficile en effet de ne pas comprendre que les effets sont induits et sont globaux en fait sur l'ensemble de la région. Au niveau supranational, se pose toujours la question de l'efficacité de la Commission du Mékong, mais aussi, comme cela a été questionné, la place de l'ASEAN dans ces débats, qui ne semblent pas encore avoir engagé d'actions concrètes, alors que, lorsqu'on aborde cette question des vulnérabilités, des risques, on se rapproche finalement de la question de la sécurité aussi, de la sécurité régionale. Par ailleurs, on a vu là aussi ressurgir la question cruciale de l'utilisation du foncier, en montrant l'évolution depuis le Doi Moi par l'intervention étatique dans l'hydraulique, mais aussi par la politique de décollectivisation des terres, d'incitation à des cultures extensives, et ressurgir aussi là le débat sur les digues. Doit-on construire ou pas? Qui doit construire et comment construire ces digues? Aussi dans le delta du Mékong. La suite de l'exposé a insisté sur les impacts et les enjeux du changement climatique et de la montée du niveau de la mer, perçus comme, pour Chung, comme des facteurs additionnels
Et il a mentionné donc la brutalité ou la rapidité des aléas climatiques, des phénomènes de canicule et la salinisation de plus en plus intrusive dans le delta du Mékong. Face à ce constat, Chung a rappelé les difficultés, mais aussi implicitement l'intérêt, de faire évoluer les modes de vie en recherchant notamment l'optimisation des moyens existants, en portant attention aux savoirs locaux. On peut mentionner par exemple le cas du calcul de l'arrivée des crues dans des zones très très localisées qui sont liées directement à ces micro-topographies et donc à cette sorte de savoir local et d'une représentation mentale de l'espace par les populations locales, de leur propre terroir, mais aussi donc l'intérêt de développer la pédagogie par le biais de projets pilotes. De même se pose la question de l'adaptabilité des modèles exogènes proposés par des expertises étrangères, parfois de façon concurrente. C'est là aussi la position des bailleurs de fonds ou des modèles interprétatifs ou de planification étrangère qui s'opposent dans le cas de l'adaptation dans les pays d'Asie du Sud-Est et dans le cas particulier du Vietnam. Ce matin, Emmanuel Cerise a abordé la question du fleuve par les études urbaines et par la planification, en rappelant à juste titre la relation évolutive, mais fondamentale, on pourrait même dire consubstantielle, entre le fleuve et la ville. Dans le cas de Hanoï, une des villes les plus vieilles d'Asie du Sud-Est, la localisation a répondu à l'enjeu de l'approvisionnement en eau et en alimentation, puis aussi à un positionnement géostratégique, le fleuve prenant là une fonction défensive. Le fleuve devient un glacis protecteur face aux dangers de l'invasion venant du nord. Mais il a aussi rappelé, avec un grand intérêt, le rapport cosmologique qui fait de la ville impériale le point d'équilibre entre le microcosme et le macrocosme, entre divinités rattachées à ces différents éléments. On voit là à nouveau la conception sino-vietnamienne de cette cosmologie et de cette définition symbolique, politique, sacrée de l'espace et en particulier des espaces royaux. On voit donc ici toute l'importance de la représentation mentale et symbolique de l'espace d'une ville. On pourrait naturellement l'adapter à d'autres cités. On pense, tu as mentionné Hualu, mais on peut penser bien évidemment à Hue, qui a été constitué de la même façon, en tenant compte des mêmes repères géomantiques, mais aussi dans le delta du Mékong, où la vietnamisation de l'espace s'est accompagnée aussi d'une forme de moralisation ou de confucianisation de l'espace et de redéfinition aussi de cet espace symbolique. Je ne prendrai qu'un cas, celui d'avoir rebaptisé le fleuve, qui était à l'origine un terme d'origine Lao, le Mékong, pour le transformer en Song Kolong et faire paraître donc la souveraineté de ce dragon symbolique et de ses 9 branches sur cet espace. Mais on peut voir dans le delta d'autres espaces, d'autres toponymes qui expliquent précisément ce bornage symbolique et sacré de l'espace. Le fleuve rouge va être l'objet d'endiguement. C'est la marque donc de la maîtrise et du développement urbain, mais aussi la marque d'une mise en place d'une organisation sociale pour maintenir ce système. On est bien évidemment dans le cadre d'une société hydraulique. En même temps, il devient, ce qui a été noté aussi ce matin, un élément de fermeture et de protection. Et on voit l'ambivalence des fleuves là, entre des fleuves qui peuvent être des liens et, dans le cas présent, un fleuve qui est fermé et qui protège. Il a ensuite parlé de différents plans d'aménagement et des nouvelles contraintes qui écartent ces dimensions géomantiques. Et on voit surgir donc là tout l'idéal de la science, ou l'idée de progrès qui permet de sortir de ces conceptions sacrées, protectrices aussi, dans les temps anciens, qui me fait penser à ce qu'avait pu écrire Élisée Reclus dans son livre « Histoire du ruisseau », dont je reparlerai ensuite, sur ce rapport entre croyance et science, à propos des fleuves, à propos des sources d'eau, et l'on voit comment, à la fin du XIXe siècle, cette idée du progrès de la science constante, on peut même aller jusqu'à une idée du scientisme, permet de voir un avenir radieux.
Les masterplans qu'il a présentés de la ville m'ont fait penser aussi à ce que l'on a pu voir à Dalat, avec ces grands plans d'aménagement à plus de 20 ou 30 années d'écart. Et il a mentionné aussi un début, un frémissement de prise de conscience des enjeux environnementaux et aussi sociaux que l'on peut voir dans la définition, dans ces plans radio-concentriques d'espaces verts, d'espaces non bâtis, qui sont peut-être encore aujourd'hui des espaces conçus de façon idéale. On verra ce qu'il en adviendra, mais en tout cas, c'est présent, disons, dans ces plans. Il a posé aussi, et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, le rééquilibrage du rapport de la ville et du fleuve, notamment le rééquilibrage entre les deux rives. Hanoï, du fait de son histoire et de la protection que le fleuve lui a apportée, s'est naturellement développé dans la partie intérieure et a laissé tout l'autre versant, tout l'autre côté, très très peu développé. Les enjeux du développement sont aujourd'hui justement de gagner sur ces autres espaces et de faire du fleuve non pas une contrainte, mais une passerelle entre ces deux rives. Et pour les gens du sud-ouest, non pas du Vietnam, mais de la France, et notamment les Bordelais, trouveront une similitude dans le développement de la ville sur une seule berge et tous les enjeux aujourd'hui de développer de l'autre côté. Il a pour ce cas insisté aussi sur la question des ponts, là aussi symbolique, le pouvoir du progrès, de la technique et de l'avancée vers une modernité à travers ce pont Long Bien qui aujourd'hui est en voie de patrimonialisation et qui est un enjeu là aussi de mémoire de la ville. À l'intérieur de la ville, ce sont là les artères qui apparaissent, notamment les artères non pas fluviales, mais terrestres, la construction des routes, qui sont aujourd'hui un des grands enjeux du fait de la mobilité et du fait de l'utilisation de plus en plus massive de la voiture en ville. Quant au fleuve, je le cite, « Il ne fait plus peur. On envisage de le traverser en de nombreux endroits. Les berges peuvent être urbanisées, même s'il faut, je cite à nouveau, réinventer la relation ville-fleuve au-delà d'une stricte approche techniciste. On peut ainsi relever quelques incohérences dans le développement urbain et le réseau hydraulique désormais. Il y a comme une dissociation des deux éléments. Le plan de 2007, le plan du Grand Hanoï, mésestime la présence du fleuve pour des raisons essentiellement de développement économique, de même dans sa partie ou dans le corridor qui pourrait mener jusqu'à Haiphong. On voit cependant une avancée dans la réflexion par bassin versant, là aussi, dans le projet Youpi. Ressurgit ici donc à nouveau la question des berges et des digues, ainsi que des barrages comme éléments régulateurs ou protecteurs, mais aussi comme éléments d'incertitude liés à la géopolitique. Et on fait à nouveau référence aux barrages présents en Chine, sur le fleuve Rouge. Il a aussi présenté différents projets et la concurrence de projets étrangers, notamment le projet coréen, qui prouve donc cette mise en concurrence des projets d'aménagement déjà mentionnés par Chung précédemment. Dans le cas de Hanoï, il nous semble que l'on pourrait parler d'un développement de la ville non pas hors les murs, mais de la ville hors les digues, qui par conséquent vient redéfinir la relation au fleuve Rouge. Malgré tout, se pose là aussi la question de la faisabilité et de la prise en compte financière notamment des contraintes qui sont liées aux inondations et à l'intérêt apporté aux questions environnementales et paysagères. Ces réservoirs verts, dont on a parlé aussi, sont toujours en discussion. Mais on est encore loin d'un projet intégrant le fleuve dans sa dimension dynamique, voire dans sa dimension imprévisible. Finalement, le fleuve, dans le cas de Hanoï, reste une contrainte dont on essaie de se dégager. Pour preuve, les discussions qui ont été engagées après l'exposé sur la planification urbaine de Hanoï n'ont pas du tout abordé le thème du fleuve, mais les discussions se sont consacrées, au contraire, aux questions de mobilité et encore une fois à la question du foncier, comme si le fleuve, finalement,
n'avait pas sa place, ou très modeste, dans les projets à venir. La dernière présentation d'Olivier Tessier et de Huynh Te Phung Linh, relative au projet Fuqua, a abordé la question de l'aménagement hydraulique, plus spécifiquement les questions de gestion sociale, de participation paysanne, de gouvernance, par le biais de l'anthropologie sociale, de l'anthropologie du développement et de la sociologie des organisations. Nous avons ainsi changé d'échelle pour se placer au niveau micro et y comprendre simultanément la gestion d'un projet de développement et sa perception par les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre ou impactés par ces projets. Ce projet s'inscrit dans un grand espace, un grand bassin versant, le bassin versant de Dong Nai Saigon, en cours de réorganisation et de raccordement par le biais notamment de canaux de transfert à l'autre partie réelle du delta du Mékong, notamment par le raccordement avec les deux fleuves du Vam Co, qui permet de lier en fait ces deux régions, le Mien Tay et le Minh Dong, dans le cas du Vietnam, donc l'ouest et l'est du sud, qui ont des spécificités assez fortes. Ici aussi, les enjeux sont énormes, car cette région couverte est un des poumons économiques du pays. D'où les exigences d'étudier les risques, les effets, et de prendre en compte la concertation, grâce notamment à la création d'un comité de bassin qui, malheureusement, fonctionne encore mal aujourd'hui. Olivier a clairement présenté le site, la planification envisagée depuis les années 80, en mentionnant certains paramètres qui sont encore peu ou mal maîtrisés. Il a relevé aussi une relative récente prise de conscience de la raréfaction de l'eau, ou du moins de la limitation de son accès et de ses usages qui sont de plus en plus diversifiés. L'eau devient un enjeu d'arbitrage entre l'utilisation domestique, agricole, industrielle. Tout ceci exige donc des arbitrages et de la concertation. Le projet d'aménagement des nouvelles zones hydrauliques dans les deux provinces donc de Tây Ninh et de Long An s'inscrit donc dans ce cadre géographique et dans un ensemble d'infrastructures préexistantes. L'étude de la gouvernance, ou, je le cite, l'étude de l'organisation sociale du partage, dans ces nouveaux périmètres, permet à l'équipe de se trouver à l'interface du mode de la recherche académique et de la recherche-action. En décrivant les exemples les plus flagrants de décalage entre le projet originel et les pratiques observées, telles que le développement du manioc industriel, de l'évéaculture, mais aussi les stratégies pour accéder à l'eau lorsqu'on n'a pas accès direct, la réaffectation du foncier à d'autres usages que ceux qui étaient prévus, notamment le passage des terres agricoles à des terres industrielles. Il donne finalement à voir certaines formes de résilience, là aussi, ou d'adaptation, aussi bien individuelle que collective, face à un projet imposé, souvent mal compris, dans sa finalité, dans sa fonctionnalité et dans la responsabilité individuelle et collective en termes notamment de travail et financier. Les enquêtes menées par le groupe ont permis à l'étude de collecter énormément de données qualitatives, de littérature grise, de textes réglementaires, ce qui n'empêche pas de se poser comme un leitmotiv de chercheurs l'accessibilité sous contrôle de certaines données, la validité et surtout le traitement pour les analyser. De ce point de vue, les tentatives pour construire des organigrammes de la gouvernance montrent la démarche, et là ça fait aussi renvoi aux exposés précédents, le chercheur qui construit ces outils, visant à fabriquer donc ces outils pour mieux faire apparaître, dans le cas présent, la distorsion qu'il peut exister entre la recherche, qui peut exister entre les normes, les projets et les pratiques, ce que l'on voit sur le terrain. On se trouve là aussi à la croisée de la recherche, de la formation à la recherche, par la recherche, et de la prise en compte des dimensions opérationnelles. Phung Linh a quant à elle décrit la complexité de l'étude de cas
en se penchant sur la dernière étape du projet de construction, celui donc de la construction des canaux quaternaires, exigeant la participation paysanne et la création de groupes d'usagers de l'eau. Ceci répond d'un côté à un souci de décentralisation de la gestion, un souci de recherche d'accroissement de la production agricole, mais aussi de l'autre, à des exigences des bailleurs de fonds pour évaluer les impacts sociaux et sensibiliser la population locale à la participation. Les incohérences relevées proviennent en partie du véritable millefeuille administratif, cette complexité administrative, ces couches successives, mais aussi des cloisonnements entre les différents services de l'État, mais aussi des acteurs internationaux. Donc je cite les bailleurs de fonds, les ministères, toute cette hiérarchie administrative au niveau de la province et infra-province qui se superpose à des services techniques, hydrauliques, qui, eux, sont donc des services techniques, mais qui jouent ou qui tendent à jouer de plus en plus des fonctions économiques. Ce millefeuille administratif ou cette complexité, on la retrouve jusqu'au niveau des hameaux, lorsqu'elle a montré, face à la difficulté ou à l'artificialité de constituer ces groupes d'usagers de l'eau, qui nécessitent là aussi, au niveau des hameaux, au niveau des villages, de tenir compte aussi des structures lignagères pour comprendre les relations sociales et la création de ces groupes, mais aussi les phénomènes de migration de population dans des villages qui, finalement, sont très récents. On retrouve la même approche de vouloir décortiquer les indicateurs, mais ici, donc, ce sont les acteurs, pour essayer de comprendre les processus de négociation qui se font jour et dont certains visent à rompre avec une réalité partagée. Le terme n'a pas été mentionné, mais je pense qu'il est là, c'est celui de la défiance à l'égard des experts, mais aussi à l'égard des décideurs. Une question de confiance qui doit être intégrée dans la concertation et dans le dialogue et dans le partage d'informations dans de tels projets, pour qu'ils soient compris. Et c'est là tout l'enjeu de l'étude de la perception et de ces distorsions que le projet propose. Lynn a conclu sur un aspect qui est souvent laissé de côté dans de tels projets, celui de l'après-projet. Que se passe-t-il une fois que le projet se termine ? Et là aussi, on est face à un certain nombre d'incertitudes. Et cette présentation vient illustrer, donc comme l'a souligné ensuite Stéphane Lagré, un cas d'école de la pluridisciplinarité qui est précisément recherchée dans le cadre de ces JTD. Donc après avoir synthétisé ces exposés, je voudrais vous proposer un certain nombre d'aspects transversaux que j'ai pu voir dans ces présentations et qui pourraient être l'objet d'approfondissement dans les ateliers au cours de cette semaine. Donc j'ai essayé de les classer sous différents critères. Les premiers seraient peut-être les aspects méthodologiques. Si l'on regarde la thématique qui a été choisie, il faut quand même reconnaître qu'il y a un déséquilibre entre l'étude du fleuve et du delta. La majorité des interventions se sont surtout intéressées au delta et, hormis Emmanuel, le fleuve réellement en tant que tel. Il y a aussi un déséquilibre entre l'intérêt qui a été porté au delta vietnamien, en particulier le delta du Mékong, fleuve rouge. Le Mékong s'explique peut-être en partie parce qu'on est ici aujourd'hui à Can Tho et qu'on a du coup la possibilité de travailler directement sur les réalités locales. Et donc un déséquilibre entre la partie Vietnam et le reste de la partie Asie du Sud-Est. Et c'est peut-être du coup une façon de penser ou de faire prendre conscience aussi de l'intérêt du comparatisme et de comparer aussi les différents écosystèmes, les différents deltas ou les différents fleuves au niveau régional pour essayer de dégager des synergies ou pas. Sur l'aspect méthodologique, je ferai mention aussi, ou peut-être pourrions-nous trouver des articulations aussi avec ce qui s'est produit les années précédentes dans le cas des JTD. Et je pense notamment à tout ce qui a été déjà écrit sur la gestion des risques,
l'année où a été abordée la question de l'intégration régionale dans l'ASEAN, mais aussi l'année à Dalat sur la question de la ville et du développement durable. Il y a peut-être là des éléments à reprendre pour finalement continuer de constituer ce travail d'année en année. Du point de vue méthodologique aussi, apparaît la question des échelles d'analyse et de la représentation des espaces que je vais détailler plus particulièrement ensuite. Deuxième aspect que j'ai intitulé aspect plutôt théorique, c'est celui de mettre en discussion aussi les scénarios de prévision. Discuter de ce rapport donc entre la cartographie, la modélisation, en tenant peut-être en compte aussi les données historiques et l'importance ou l'apport de la cartographie historique pour comprendre aussi les projections et les scénarios. Le concept de la résilience aussi donc, est apparu de façon très régulière, qui peut être aussi un point d'accroche, disons, pour réfléchir l'adaptabilité, la fluidité, la flexibilité, la concertation sociale face à ces enjeux du changement climatique et aussi les enjeux des transformations par les grands projets d'aménagement. Un dernier point aussi que j'ai relevé, qui est là aussi sous-jacent ou transversal, c'est la place du chercheur par rapport aux développeurs et aux décideurs. Dans cet environnement pluridisciplinaire, je pense qu'il est toujours utile, de façon réflexive aussi, à penser quelle est la place, quelle est la fonction du chercheur par rapport à ces grands enjeux. Sur la réflexion des espaces, et en particulier sur la question des deltas, il y a certainement une classification ou une typologie qu'a commencé à expliciter Sylvie et qui n'a certainement pas été plus loin par manque de temps, mais qui est quelque chose, de mon point de vue, utile aussi pour définir donc, ces différents deltas et comprendre leurs différences ou leurs similitudes. Comprendre aussi dans le cas des fleuves, les fleuves qui sont ouverts et ceux qui sont fermés. Les fleuves qui sont une barrière, comme je l'ai dit, ou ceux qui sont un lien. Les fleuves qui sont une contrainte, ou ceux qui sont un glacis protecteur. L'espace, si on l'élargit un petit peu, pourrait réfléchir aussi sur le concept opérationnel ou opératoire du bassin versant. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui dans le cas de l'Asie du Sud-Est et dans le cas du Vietnam? Et à nouveau, sur cette définition des deltas, on peut voir une conception régionale, mais on peut aussi concevoir ces sous-régions deltaïques qui tiennent compte donc de la topographie, de la vulnérabilité et autres. Dernier point, les dimensions socio-politiques et économiques, où là se pose la question donc de l'anticipation, des systèmes d'alerte, des coûts et des techniques pour définir ces anticipations, la question du dialogue entre la décision formelle et les expressions de la société informelle sur les projets de développement, la question de la géopolitique des fleuves, que l'on peut voir donc au niveau international, mais aussi au niveau interprovincial ou régional dans les cadres nationaux, la mise en concurrence de ces projets d'aménagement qui ont pu être présentés dans le cadre de différents exposés. Et enfin, donc, à nouveau, cette question de la distorsion entre les normes imposées par les projets et par les pratiques locales qui permettent de penser peut-être différemment les enjeux de la concertation sociale, la perception des acteurs et des populations locales, mais aussi les situations de conflit, d'usage, notamment dans le cas du delta du Mékong et dans le cas de l'usage de l'eau. Donc voilà quelques points que j'ai essayé de relever et que je trouvais transversales, disons, dans ces différents exposés. Pour terminer, donc, je souhaiterais donc prendre la liberté pour exposer très rapidement une autre façon peut-être de penser le fleuve ou de penser les deltas, qui est celui d'intégrer dans cette pluridisciplinarité non pas uniquement les sciences de l'ingénieur, les sciences de la gouvernance, les sciences sociales, mais aussi le H
que l'on trouve dans les SHS, les humanités. On parle beaucoup de sciences sociales, mais qu'en est-il donc des humanités? Et quand je parle d'humanité, c'est pour peut-être aborder une définition donc du delta à travers des conceptions artistiques, esthétiques, imaginaires des fleuves. Mais avant cela, en tant qu'historien, donc, je voudrais aussi apporter une contribution, disons, à cette réflexion pour voir en quoi l'histoire peut être utile aussi pour comprendre les deltas et même envisager leur avenir. Car considérer les fleuves, c'est avant toute chose comprendre en quoi ces derniers sont, à toute époque, un vecteur essentiel de civilisation. Penser le temps long des fleuves et des deltas peut permettre des approches qui, finalement, pourraient être plus optimistes ou moins alarmistes que ce que l'on peut percevoir des défis actuels. Les deltas permettent de concevoir donc la métamorphose permanente des espaces naturels et des espaces sociaux. Certes, nous percevons aujourd'hui une accélération et une multiplicité des métamorphoses qui interagissent. Mais il n'empêche que l'histoire pourrait permettre de prendre en compte ces adaptations successives et les savoir-faire locaux, ainsi que les héritages du passé qui peuvent enrichir notre réflexion, mais aussi nos diagnostics sur la situation actuelle. D'un point de vue méthodologique, l'utilisation des sources de l'histoire peuvent être utilisées précisément dans ce cadre-là. Et je mentionnerai dans le cas du delta du Mékong l'existence qui, à ma connaissance, d'archives qui n'ont pas encore été étudiées de façon quantitative et sérielle pour comprendre les évolutions du climat ou les évolutions aussi du système hydrologique du delta du Mékong au cours de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. L'existence de ces sources coloniales doivent être certainement utilisées pour étudier ce cas. Et pour voir un temps plus long, bien évidemment, ce que fait aussi Olivier, l'utilisation des annales impériales permet là aussi d'avoir une histoire sur le temps long des aléas climatiques et autres. Penser l'histoire, ou penser en historien, c'est aussi remettre dans la discussion la question des temporalités, la question de l'accélération, la question aussi de la perception du temps qui est différente selon les acteurs et selon les périodes. On est dans une discordance des temporalités qui est très certainement aussi à prendre en compte lorsqu'on réfléchit sur l'actualité, si on se projette aussi et que l'on pense en projection. Sur la dimension culturelle, nous avons beaucoup parlé donc de vulnérabilité des espaces, des territoires, mais je voudrais profiter de cette occasion pour pointer aussi ou souligner le même danger qu'il est de cette vulnérabilité des modes de vie, des savoirs locaux qui disparaissent, soit du fait de la modernisation, bien évidemment, mais aussi de ces risques de subsidence ou d'inondation des deltas du Mékong. Pour terminer, donc, quelques éléments aussi sur cette dimension littéraire ou artistique de la question des fleuves et des deltas, ou plutôt la dimension fictionnelle, qui peut être aussi utile pour faire passer des messages, pour faire prendre conscience de tous ces enjeux du changement climatique, du changement de la déstructuration des écosystèmes, qui peuvent aussi passer par l'art, qui peuvent passer par la pédagogie, par l'éducation. L'art pouvant être en fait un vecteur de transmission et de prise de conscience de ces risques de façon beaucoup plus tangible que des rapports techniques, des rapports alarmistes sur ces questions-là. Et pour conclure donc, et pour illustrer ces derniers propos, je voudrais vous montrer quelques extraits d'un
d'une nouvelle qui a été écrite récemment par une jeune écrivaine vietnamienne de Cà Mau, qui s'appelle Nguyen Ngoc Tu, et qui a écrit donc cette nouvelle Nước như nước mắt, donc l'eau comme une larme, ou on pourrait aussi traduire par la goutte comme une larme. Et dans cette nouvelle, donc, elle explique la situation d'un couple face à un environnement qui est complètement inondé aujourd'hui et qui est son espace à elle, le delta du Mékong. Donc j'ai extrait 3 petites citations pour vous montrer en quoi la littérature peut aussi exprimer de façon fictionnelle, mais très réaliste aussi, la situation qui pourrait advenir. L'année suivante, quand les eaux de la mer arrivaient, on croyait qu'elles allaient se limiter à la région du littoral, mais elles remontèrent les cours d'eau et s'enfoncèrent chaque jour davantage dans les terres, recouvrant les berges, s'infiltrant dans les champs de culture. Les gens unirent leurs forces pour établir les levées de terre contre la montée des eaux. Mais à mesure que les barrages s'élevaient, l'eau s'élevait plus haut. Et les maisons qu'on cherchait à rehausser étaient submergées par l'inondation au fur et à mesure. On ne pouvait tout de même pas s'installer sur les toits. Alors ensemble, on se résigna à vivre dans les barques. On retrouve là la résignation ou la résilience. Sao, donc c'est cette jeune femme, et son mari jetaient l'ancre sur leur propre jardin inondé. On voit comment leur espace à eux se trouve aujourd'hui inondé et qu'ils se trouvent donc sur leur bateau à devoir planter leur ancre sur leurs anciennes rizières. Et la fin de cette nouvelle, les deux n'emportent aucun bagage, ne prennent même pas une barque, se jettent directement à l'eau et nagent vers l'autre rive dont tout le monde sait qu'elle n'existe plus depuis la montée des eaux marines. Donc on voit à la fois la nostalgie et une forme de fatalité qui peut-être, dans le cadre de cette nouvelle, exprime certains propos scientifiques qui ont été tenus ici même sur les projections, sur l'incertitude, sur que va-t-il advenir finalement. Mais pour finir sur une note plus optimiste ou plus d'espoir, je voudrais faire référence là du coup à ce livre L'histoire d'un ruisseau d'Élisée Reclus, donc qui date de 1883 et qui, avec son style particulier, réussit à donner vie au ruisseau ou au fleuve. Et je voudrais terminer donc par cette citation: ce grand circuit des eaux n'est-il pas l'image de toute vie? N'est-il pas le symbole de la véritable immortalité? En espérant que l'avenir des fleuves et l'avenir des deltas nous permettra donc de poursuivre, selon les endroits où on se trouve, au Vietnam, en Asie du Sud-Est ou ailleurs, donc vers un avenir radieux. Voilà, je vous remercie. Peut-être juste pour 2 minutes, je m'étais amusé à extraire quelques peintures pour illustrer aussi certains des propos qui ont été présentés aujourd'hui sur les fleuves en particulier. Donc 2 représentations qui représentent là Yu le Grand, donc ce dieu du fleuve chinois, et aussi la représentation du pêcheur solitaire sur son fleuve, qui est l'expression de l'immortalité aussi dans le taoïsme. L'exemple là du fleuve indien, avec bien évidemment la Ganga et la divinisation du Gange, mais aussi qui est peu connu, ce tableau de Egonchi, la gauche, qui montre vraiment le fleuve, la ville dans le fleuve. Et on pourrait retrouver peut-être une forme inversée de Hanoï dans les représentations cartographiques. À gauche, le loisir, ce que peut être le fleuve aussi lorsqu'on vit avec lui, notamment dans les villes, et ça c'est un tableau de Seurat. Le fleuve comme expression de l'énergie, un tableau de Fernand Léger où on voit toute la dimension de la technicité, du progrès, de l'espoir dans la science et dans la maîtrise donc, de l'espace, mais aussi donc, différentes représentations du déluge ou des inondations que vous pouvez voir là à travers un tableau de Turner à gauche et de Paul Klee à droite. Mais je tiens malgré tout à terminer sur cette dernière citation de l'immortalité des fleuves. Merci beaucoup.